Bonjour à tous. Voilà, on se retrouve sur, c'est un petit peu particulier. On se retrouve sur un livre, hein. Donc là, vous avez tous les manuels sur ce site. Vous marquez collège, vous marquez physique-chimie, et puis vous en avez plein, hein, 5e, 4e, 3e. Il y en a qui font les 3, 5, 4, 3. Et puis nous, on va travailler avec celui-là. Physique-chimie, 3e, 2017, édition Hachette Éducation. On clique dessus. Le manuel s'affiche sans aucun code et on le met en plein écran. Et on va directement donc au sommaire. Et vous allez voir que ce qu'on est en train de faire, donc c'est bien organisation et transformation de la matière. On est bien donc au chapitre 1 et 2, hein. C'est vraiment les deux chapitres sur lesquels on va apprendre des choses et puis répéter des choses qu'on a vues l'année dernière. L'organisation de la matière dans l'univers, bon, forcément, hein, tout ce qui est astronomie, hein, on en a parlé l'année dernière. Les mouvements, les interactions, tout ça vous connaissez, hein, c'est des chapitres qu'on a terminés l'année dernière, donc n'oubliez pas de réviser pour le brevet des choses qu'on a vues en quatrième aussi, hein. Et puis l'énergie et ses conversions, donc ça c'est un chapitre qu'on a terminé. Donc d'un côté vous avez l'énergie, hein, je vous rappelle, avec l'énergie cinétique, notamment les calculs, la puissance, etc. etc. Et puis les circuits électriques, hein, toutes les P égale U fois I, U égale R fois I, etc. etc. Voilà. Donc vous pouvez feuilleter ce livre et puis voir si vous êtes au point, notamment pour la partie, la fin de ce chapitre-là, parce que tout est quand même bien nouveau. Voilà. Donc là, je vais justement aller sur des choses qu'on a déjà faites pour vous permettre de vous évaluer. Voilà. Donc qu'est-ce qu'une étoile, qu'est-ce qu'une galaxie, des choses comme ça. Donc ça, vous savez. Noyau, électron, voilà ce qu'on est en train de faire. Bon, les planètes, les distances, etc. Voilà. Mouvement et interaction. Donc du coup, vous voyez, hein, ici il y a des chronophotographies. On reçoit des ondes. Vous êtes au courant, hein, des différentes ondes avec le diagramme. Euh, Toujours des chronophotographies, des études de mouvement, rectiligne, accéléré, les formules avec les vitesses, hein, dans tous les sens, hein, voilà. Quelle est bonne, quelle est celle qui est bonne, quelle est celle qui n'est pas bonne, etc. etc. Voilà. Après, donc, les interactions, c'est-à-dire savoir, par exemple, qu'est-ce qui s'applique comme action sur quelque chose, hein, ce qu'on a fait l'année dernière, comment la représenter par une flèche, etc. Voilà. Hein, vous vous souvenez, les flèches qui commencent en un point précis, qui vont vers un endroit et qui mesurent une certaine longueur, hein, c'est ça qui est important. Et pas comme dans la vie courante, se préoccuper de où va la flèche, où termine la flèche. En physique et en maths, ça n'a aucune importance. Voilà, on est toujours dans le même chapitre. L'énergie et ses conversions. Donc là, on a les... Bon, celle-là, elle n'est pas à prendre, hein, mais celle-là, elle est à prendre. Hein, 1/2 fois mv carré, hein, donc c'est l'énergie cinétique. Comprendre l'énergie potentielle quand même, hein, ça on l'a fait avec un exemple que je vous ai distribué en cours. Et puis bon voilà, il y a des hertz, des volts, des watts, un peu partout, hein, vous voyez, hein, tout ce qu'on l'a fait ça. On continue, les circuits électriques, E égale P fois T, voilà. Avec des exercices, des schémas électriques, des résistances. Ah, regardez, U égale R fois I, il revient lui. Voilà. Les boucles, s'occuper, vous savez, si le courant se divise en plusieurs boucles, en une seule, etc. Savoir que la tension est la même là que là, etc. etc. Voilà. Des exercices forcément avec des watts, avec des joules. Voilà. Les signaux lumineux, les signaux sonores, bon là vous connaissez par cœur, hein, c'est... Voilà. Les distances, donc là il y a beaucoup de vitesse, distance, temps. Bon, il y a forcément l'échelle de niveau sonore, hein, que vous aimez beaucoup tous apprendre. Voilà, là il y a des enregistrements avec Audacity, qu'on aurait pu faire pour mesurer la vitesse du son par exemple. Voilà, des activités, des sujets assez variés en fait qui reprennent un peu tous les chapitres. Et puis là vous avez ce qui est bien, c'est que vous avez la correction de certaines activités à la fin. Et puis un lexique. Vous arrivez à la fin du livre.
Et finalement, la seule partie que je ne vous ai pas présentée, c'est le début, parce que le début est assez nouveau. Et donc, avant de revoir le début, on va reprendre le chapitre sur lequel on était, c'est-à-dire la constitution d'un atome. Voilà, avant de reprendre donc les 40 premières pages qui vont être donc la fin du programme pour terminer cette année. On est sur le site Build an Atom et donc voilà, ce site nous permet de modéliser un atome avec les protons, neutrons, électrons, et on voit bien que c'est bien le nombre de protons qu'on met dans l'atome qui détermine donc le classement dans le tableau périodique, dans le sens de la lecture. Ok. Et que finalement, si on rajoute donc des neutrons, ça ne change rien à l'élément, la lettre est toujours la même. Par contre, ça va changer en haut à gauche le nombre total de particules qui sont dans le noyau, c'est-à-dire 5 plus 5. Alors par contre, on voit très bien que si on ne met pas d'électrons, il y a marqué plus 5 en haut à droite. Si on met des électrons, il va commencer à y avoir des nombres plus faibles qui vont être notés, jusqu'à y avoir marqué 0, lorsqu'il y a autant d'électrons que de protons. Donc autant de billes bleues que de billes oranges. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc l'équilibre des charges. Et donc c'est valable uniquement pour les atomes. Et c'est marqué ici. Maintenant, si vous rajoutez un électron, il n'y a plus le même nombre d'électrons et de protons. On casse l'équilibre et c'est ce qu'on appelle un ion. Alors, il existe deux types d'ions, les ions négatifs. Donc le -1 qui est ici, je rappelle qu'en fait le calcul c'est le nombre de billes orange moins le nombre de billes bleues, et donc du coup on arrive à -1. Les ions donc négatifs, on les appelle des anions, A-N-I-O-N. Et par contre, si j'enlève 2 électrons, le calcul est donc 5 moins 4, ça fait plus 1. Et donc là, on est dans la catégorie des ions positifs, qu'on appelle aussi cations. Voilà. Et donc vous voyez qu'il y a marqué donc plus 1 ici. Ici, donc c'est bien le nombre de protons, et ici le nombre de protons plus neutrons. Alors maintenant que tout le monde est OK avec cette notation, avec cette lettre au milieu, avec ces 3 chiffres ici, il va falloir être habitué à une autre notation. Généralement, le nombre en haut à gauche, on ne le marque pas parce qu'il n'est pas vraiment important. Il n'est pas vraiment important, c'est-à-dire que, vous avez vu, c'est-à-dire que s'il y a 10 neutrons plus protons ou 11, ça ne va pas changer l'élément. Voilà, donc généralement, vous ne le verrez pas noter. Et puis, vous ne verrez pas noter non plus le nombre de protons assez souvent. Alors, ce n'est pas interdit de le mettre, mais vous ne le verrez pas noter tout simplement parce qu'il n'est pas vraiment important. Vous avez bien vu que le nombre qui est marqué en bas à gauche est tout le temps en correspondance avec la lettre du tableau. Donc c'est bien qu'il n'est pas vraiment important. Par contre, évidemment, pour dire si c'est un atome ou un ion, vous comprenez bien que le nombre qui est en haut à droite est vraiment important. Alors, par contre, pour des soucis de notation, de simplification, on ne va pas noter toujours comme ça. Alors, quand il y a marqué 0 en haut à droite, forcément, on ne le met pas. On ne le met pas parce que ça ne sert pas. Voilà, donc c'est comme si on ne le mettait pas. C'est ce qu'on appelle un atome. Finalement, comme on a vu en 4e l'année dernière, les atomes ne portaient pas de nombre en haut à droite. Alors maintenant, si on rajoute un électron, puis 2, il y a marqué -2. Et en fait, ce -2 se note 2 moins. Donc on inverse le 2 et le moins. Donc vous verrez marqué le nom de l'élément avec 2 moins. Donc je sais très bien que les 3e C, je leur ai déjà dit, on l'a écrit dans le cahier de cours. Par contre, je m'adresse surtout aux 3e A et B, pour qui je n'ai pas fait le cours encore. Donc c'est 2 moins. Alors ici, maintenant, un autre exemple, évidemment, forcément, ici, vous avez compris que c'est 3 moins. Donc ça se note B, et puis 3 moins. Alors par contre, maintenant,
si on part dans les positifs. Donc là, on enlève plein d'électrons. Eh bien oui, vous avez deviné. Ici, ça va être 2 plus. On notera 2 plus. Donc c'est une notation, c'est tout. On continue. 3 plus. B, 3 plus. Voilà. Alors vous allez comprendre que dans le livre qu'on va utiliser après, ça se balade un petit peu partout, ces notations. Alors il y a bien un cas particulier où il y a marqué plus 1 et moins 1. Donc on y revient. Bah, en fait, c'est un peu comme en maths. Quand vous marquez 3 puissance 1, la puissance 1, elle ne sert pas à grand-chose. Et pour cette raison, eh ben forcément, le 1, on ne le met pas. Donc B plus 1, en fait, ça se lit B plus. Et puis, ben, vous l'avez compris, hein, si on enlève, enfin, si on rajoute des électrons, on ne peut pas les mettre où on veut, voilà, ben, B moins 1 ne va pas se noter B1-, mais seulement B-, avec le moins en haut à droite. Et donc, c'est vraiment une notation pour simplifier. Voilà. Donc après, ça peut être, si je rajoute un carbone, hein, bien sûr, là, ici, ça peut être donc C, tout simplement. Ici, C-, ici, donc après, si j'enlève, ici, C+, C, 2+, etc., etc. Donc vous avez compris. Donc maintenant, on ne va pas passer plus de temps sur ce logiciel, mais c'est vraiment pour que vous compreniez les notations et puis que vous reveniez à chaque fois que vous ne comprenez pas sur ce logiciel, hein, que je rappelle, qui est Build an Atom. On se retrouve sur le manuel de tout à l'heure, hein, donc le manuel de 3e, et puis bon là j'ai ouvert une page, hein, c'est la page 33, et sur cette page-là, on voit que dans les livres, par rapport à ce que je vous ai raconté, maintenant vous savez tout lire, les atomes, les molécules, les ions. Hein, donc du coup, Cl c'est un atome, hein, c'est l'atome de chlore. Et puis quand on met un moins en haut à droite, hein, c'est que c'est moins 1 en réalité. Donc on a ajouté un électron à l'atome de chlore qui devient l'ion chlore. Après, pareil pour ici, hein, donc on a Na, c'est l'atome de sodium. Et puis on a enlevé un électron de façon à ce qu'il soit plus 1, et donc ça se note plus. Ici, pareil, hein, un atome de calcium, on lui a donc enlevé 2 électrons et il devient calcium 2+, et pas plus 2. Et puis après, on peut appliquer ça aussi à des molécules. Donc là, c'est la molécule de SO4, donc il y a 4 oxygènes et puis un seul soufre. Et cette molécule, finalement, si vous lui rajoutez globalement 2 électrons, forcément, en haut à droite, vous marquerez 2-. Alors, vous étiez habitué à -2, non, c'est 2-. Alors, ces deux charges négatives, ces 2 électrons, on ne sait pas trop où ils sont, hein, ils peuvent être plutôt sur les O, plutôt sur les S. Enfin, ce n'est pas à vous de vous en occuper. Dites-vous juste que ces 2-, ils sont globalement sur l'ensemble de la molécule. Donc, 2 électrons en plus par rapport à la molécule classique de SO4. Alors maintenant, on va voir un peu plus loin les ions. Dans quoi on les retrouve? Alors, si vous regardez sur une bouteille d'eau, vous verrez justement qu'on les retrouve dans l'eau. Alors, par exemple, l'ion le plus simple à retrouver, c'est notamment ce qui dérive du chlorure de sodium. Alors, le sel, classique, on l'appelle aussi chlorure de sodium en physique. Parce que tout simplement, il est constitué d'un atome de chlore accroché à un atome de sodium. Donc c'est bien Cl, le chlore, et puis Na, l'atome de sodium. Et ces deux atomes, collés les uns aux autres, forment la molécule de chlorure de sodium. Alors par contre, quand ce chlorure de sodium est dans l'eau, ça ne se passe pas de la même manière. Et bon, on le sent bien, parce que quand on met du sel dans l'eau, il se dissout et il devient finalement invisible. Donc il a des propriétés qui changent. Et finalement, on comprend bien que le chlorure de sodium ne reste pas microscopiquement comme il est. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que le chlorure va partir d'un côté et le sodium va partir de l'autre et va être isolé par les molécules d'eau.
mais ils ne vont pas chacun partir de leur côté. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont se séparer en Na plus et Cl moins. Alors en fait, vous avez vu que c'est comme si on séparait Na d'un côté et puis Cl de l'autre, sauf que, en gros, ici, il y a un électron qui va filer de ce côté, et donc forcément qui va manquer ici. Donc ça, c'est Na avec un électron qui manque, et ça, c'est Cl avec un électron en plus. Donc finalement, c'est un électron de l'atome Na qui est parti à Cl. Alors pourquoi ça? Bon, cherchez pas vraiment à comprendre en troisième, c'est juste que l'eau a des propriétés électriques, hein, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui est un peu plus, un côté un peu plus moins, et finalement, la cassure de la molécule NaCl se déroule comme ça. Bon, mais finalement, par contre, ce qu'il faut que vous constatiez, vous, pour votre programme, c'est que forcément, Na++ Cl-, quand on les remet ensemble, ça fait NaCl. Parce que 1 plus et 1 moins, ça fait que, au final, ça fait 0. Plus 1 moins 1, ça fait 0. Donc on retrouve bien une molécule neutre. Donc après, voilà, le cours dit tout solide ionique est électriquement neutre. Ainsi, il contient nécessairement des ions positifs et des ions négatifs dans des proportions telles que la charge positive des uns compense exactement la charge négative des autres. Donc en gros, ce que ça dit, c'est que si vous mettez du sel dans l'eau, vous retrouverez autant d'ions Cl- que d'ions Na+. C'est logique, hein, parce que quand vous cassez un NaCl, une molécule de NaCl, il y a forcément à chaque fois la moitié de Na et la moitié de Cl. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, maintenant, on va tourner la page et on va en regarder une autre. Voilà, pour essayer de voir qu'est-ce qui vous concerne. Alors cette page notamment, elle vous concerne beaucoup. Alors la conservation de la masse. Alors ça, on l'a fait l'année dernière. Alors c'est vraiment très simple à comprendre. C'est-à-dire que si vous mettez un bocal avec de l'eau à l'intérieur, on le ferme avec un bouchon, et à l'intérieur, vous mettez une réaction chimique. Donc là, il y a de la levure chimique, mais qui est isolée de l'eau. Et puis on mesure la masse sur la balance 232,9. Et puis en secouant le récipient, on va renverser cette levure chimique. Elle va aller au fond de l'eau. Et il va y avoir une effervescence, c'est-à-dire un gaz qui va être créé. Donc c'est ce qu'on appelle une réaction chimique. Et bien finalement, est-ce que la masse va changer? Eh bien non. Parce que comme le dit Lavoisier, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors finalement, ça vous paraît logique? Ben oui, voilà, il faut apprendre cette logique. C'est que finalement, le gaz lui-même, il pèse, il va se mettre sous pression dans la bouteille. Ce supplément de masse, finalement, il aura été compensé par exemple, la poudre va peser moins. Voilà. Mais globalement, si on prend la totalité des composants, ça pèsera la même chose. Alors ça, vous êtes habitué, hein, tout simplement. L'année dernière, je vous ai fait faire en quatrième, je vous ai fait faire du découpage avec des molécules. Et puis, on a compris que une molécule de méthane, donc CH4, donc c'était la molécule qui le PDBH, comme je le disais l'année dernière. C'est-à-dire que c'est un combustible avec un comburant, donc ça c'est l'oxygène, forme du CO2 plus de l'eau. Et puis je vous ai dit de manière un petit peu choc, hein, si vous êtes dans le désert avec forcément du méthane et puis l'oxygène de l'air, hein, juste du méthane, hein, donc une sorte d'essence, vous pouvez brûler les deux, et avec un système de refroidissement de l'eau vapeur qui va se dégager, vous pouvez boire de l'eau liquide qui est potable. Et ce qui est super important, c'est d'avoir autant d'atomes à droite et à gauche de la flèche. Alors je rappelle, la flèche, hein, c'est en chimie, parce que finalement les réactions ne se font que dans un sens. Quand vous brûlez une bougie, vous pouvez plus, une fois que vous l'avez brûlée, vous ne pouvez plus refaire la bougie dans l'autre sens. C'est pas possible. Donc là, c'est pareil, quand vous avez brûlé le gaz d'un briquet, vous ne pouvez pas réobtenir ce gaz. Et finalement, l'année dernière, ce qu'on avait fait, c'est qu'en comptant le nombre d'atomes d'oxygène, donc le nombre de billes rouges à gauche de la flèche et puis à droite de la flèche, on s'aperçoit que le nombre est exactement le même.
Pareil pour le nombre de carbone. Là, il y en a un, là, il y en a un. Et c'est la même chose pour le nombre d'oxygène, pour le nombre d'hydrogène, oui, enfin pour tout. Donc 1, 2, 3, 4, et ici 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la conservation de la matière. C'est super important, mais en même temps très très intuitif. Donc ça, c'est vraiment des rappels. Alors maintenant, il y a aussi la conservation de la charge électrique. Donc là aussi, ça vous paraît logique, hein, c'est-à-dire que s'il y a un électron qui part d'un atome, ben forcément, c'est pour aller quelque part. Il n'aura pas disparu, il n'y en aura pas un autre qui se sera créé. Donc finalement, alors attention, on commence avec un exercice un petit peu compliqué. Tout à l'heure, on a fait NaCl. Ben là, regardez, on prend des H+. Donc on en prend 2. Donc finalement, il y a 2 charges positives ici. Ici, on prend un atome de fer. Il y a aucune charge positive ou négative en trop. Et finalement, selon la réaction, ça fait H2 plus Fe2+. Et bien regardez, H2, c'est une molécule. Donc finalement, il n'y a pas plus de charge positive que de négative. Par contre, Fe2+, c'est l'atome de fer avec 2 charges positives en plus. Et bien c'est logique, regardez ici, on a 2 charges positives en plus. Donc dans chaque ion H+, il y a une charge positive. Et comme les ions H+, il y en a 2, ben forcément ça fait 2 charges positives. Et bien là, dans cet atome de fer, Fe2+, on retrouve aussi, dans un seul atome, 2 charges positives. Donc si vous avez 2 charges positives à gauche de la flèche, vous retrouvez aussi 2 charges positives à droite de la flèche. Voilà. Donc on le reverra, hein. C'est un exemple qui est un petit peu compliqué, mais globalement, vous devez aussi respecter le nombre de charges positives ou le nombre de charges négatives. C'est-à-dire que si ici il y avait marqué 2H-, ben ça voudrait dire qu'il y a 2 fois une charge négative. Donc forcément ici, il y aurait marqué Fe2-, parce que les 2 charges négatives, il aurait fallu les retrouver aussi à droite de la flèche. Voilà. On tourne la page. Et là, super important, parce que finalement, c'est le cours que l'on a fait avec le 3e C. Enfin, pas totalement, parce qu'on a fait ça avec le chou rouge, mais là, c'est ce qu'ils allaient voir le prochain cours. Alors, c'est super facile, hein, vous ne prenez pas la tête, là, il faut apprendre par cœur. Le pH, alors vous avez vu, c'est un petit p et un grand H, donc ça veut dire potentiel hydrogène. Ça évalue l'acidité ou la basicité, donc acide ou basique, d'une solution. La valeur du pH est comprise entre 0 et 14. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors voilà, on est dans une échelle de 0 à 14, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser 14 et on ne peut pas aller en dessous de 0. On est vraiment pile poil entre 0 et 14. Alors le pH est un nombre qui désigne une solution, c'est-à-dire un liquide, et ça va nous informer sur plusieurs choses. Par exemple, vous le mettez dans l'eau qui est située dans le sol, et selon la valeur du pH, vous allez pouvoir savoir si vous pouvez par exemple planter du blé ou des betteraves. Donc si le pH n'est pas bon, si cette valeur n'est pas bonne, et que vous mettez du blé, alors que finalement la terre aurait plus fait pousser des betteraves, ça ne sert à rien, hein. Vous plantez du blé et puis il ne va pas pousser. Donc c'est pour ça que cette valeur est assez importante, notamment en SVT. Et cette valeur, elle va donc de 0 à 14, et il y a une valeur au milieu, qu'on appelle donc la valeur neutre, la valeur 7. Et ça, c'est la plupart des liquides qu'on connaît qui sont de cette valeur-là. Alors, l'eau, elle est de pH neutre, de pH 7, l'eau pure. Et puis, quand on est en dessous de 7, on dit que la solution est de plus en plus acide. Quand on est au-dessus de 7, on dit qu'elle est de plus en plus basique. Donc là, il faut l'apprendre par cœur. Vraiment, il n'y a pas d'autre solution. Alors, sachez que déjà, une solution qui est acide entre 0 et 2, elle est carrément dangereuse. Et puis, une solution qui est basique entre 12 et 14, elle est aussi carrément dangereuse. Alors après, ça ne veut pas dire que si vous êtes situé entre 2 et 12, que c'est forcément pas dangereux. Il y a des produits très toxiques qui sont autour de 7, qui sont avec des pH très proches de l'eau. Voilà, c'est pas un indicateur de dangerosité. C'est vraiment quelque chose qu'on appelle le potentiel hydrogène et qu'on verra plus tard.
et qui a des caractéristiques bien précises. Alors ici, vous avez deux façons pour mesurer ce pH. Alors il y a carrément l'appareil, carrément numérique avec le petit écran, ça s'affiche dessus. Vous le mettez dedans et puis ça vous indique exactement la valeur du pH. Donc ça, c'est ce qu'on appelle forcément un pH mètre. Et puis à côté de ça, vous avez le papier pH. Alors le papier magique, qui est en fait un papier recouvert de plein de produits chimiques très différents et qui vont prendre une couleur différente suivant le pH. Alors ce qui est très pratique, c'est qu'il y a énormément de couleurs et pour chaque valeur unitaire du pH, il va y avoir une couleur précise. Donc vous trempez le papier pH dans une solution, ou plutôt vous mettez une goutte de la solution sur le papier pH pour pas, comme on dit en chimie, donc polluer la solution. Et puis vous regardez la couleur. Et puis juste avec la couleur et le code couleur, vous déterminez si on est à pH 5, pH 6, etc. Voilà. Donc là, on est à un pH acide, donc du coup on a dû tester quelque chose de pH 3, 4 quoi. Les acides et les bases, donc quelque chose qui est une solution qui est acide, on les appelle un acide tout simplement. Et puis quelque chose qui est basique, c'est le contraire de acide, basique, on appelle ça les bases. Et puis ça a la capacité de réagir entre eux. Voilà. Ces transformations chimiques se traduisent par des modifications de pH. Alors là aussi, vous ne vous posez pas de questions, c'est vraiment à prendre par cœur. Ce qu'on mesure dans une solution, c'est en fait la quantité d'ions hydrogène. Donc maintenant, vous savez ce que c'est, les ions H+. Donc c'est un atome H du tableau des éléments. Et puis on a enlevé un électron, donc il devient H+. Et on mesure la quantité d'ions H+. Plus il y en a, ces ions H+, plus le pH va être faible. Alors par contre, d'un autre côté, on mesure la quantité d'ions HO-. Alors HO-, c'est la molécule HO, donc c'est un H et un O collés ensemble. Et puis, on a rajouté un électron à cette molécule, ça devient HO-. Alors vous devez apprendre aussi le nom qui est donné à chacun de ces ions. H+, on appelle ça donc les ions hydrogène. HO-, on appelle ça les ions hydroxyde. Et puis, plus il y a d'ions hydroxyde, HO-, plus on dit que le pH il est élevé, donc il est basique. Et finalement, ça marche. Il ne peut pas y avoir les deux. Il ne peut pas y avoir une grande quantité des deux. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de HO-, vous avez très peu de H+. Par contre, quand vous avez beaucoup de H+, vous avez très peu de HO-. Voilà, ça marche comme ça. Donc du coup, finalement, plus la proportion de H+ est importante sur HO-, donc plus ils sont majoritaires, plus on va dire que la solution elle est acide. Et par contre, plus la solution est constituée donc en proportion majoritairement de HO-, comparé à H+, forcément on va dire que c'est le contraire, c'est-à-dire solution de plus en plus basique. Et puis au milieu, on a la quantité égale, c'est-à-dire autant de H+ et de HO-. C'est ce qu'on appelle une solution neutre. Et finalement, essayez de remettre ensemble HO- avec H+. Donc H+, plus HO-. D'un côté, vous avez un H, de l'autre, vous avez un H et un O. Donc finalement, vous avez deux H et un seul O. C'est finalement la molécule de H2O. C'est ce que je vous disais l'année dernière, HHO, donc H2O. D'un côté, vous avez un électron qui manque. Ici, vous avez un électron en plus. Finalement, ça fait que, au final, quand vous les mettez ensemble, il n'y en a pas en plus, il n'y en a pas qui manque. Et donc ça fait H2O. Donc on comprend bien que H2O est pile poil au pH 7, donc la solution neutre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à apprendre par cœur. Alors, donc vous voyez, en fait, ici, vous avez beaucoup d'exercices sur la droite avec des exemples et vous pouvez vous entraîner sur savoir si c'est des ions ou des atomes. Donc là, c'est facile, quand il y a rien marqué en haut à droite, c'est des atomes ou des molécules, parce qu'ici, il y a plusieurs atomes combinés quand même. Et par contre, dès qu'il y a des chiffres en haut à droite, ou pas, il peut y avoir juste un plus,
ou juste un moins, eh ben, c'est ce qu'on appelle des ions. Donc voilà, la règle elle est vraiment très simple. Et bah, ici c'est pareil, hein. C'est vraiment, quand il y a un moins en haut à droite, ou un 2 plus, ou etc., ben, ça c'est forcément un ion. Voilà, donc là on a des exercices assez fréquents. Et puis là, on a donc ce que je vous disais tout à l'heure, un exercice qui fait état de l'expérience que je vous ai donnée tout à l'heure. C'est-à-dire que, bon, il y a une expérience qu'on va faire, hein, qui est de l'acide avec de l'aluminium. Vous les mettez ensemble et ça fait un gaz. Et donc, du coup, forcément, donc ça pèse un certain poids, hein, 430,2 grammes. Et puis, à l'état final, quand vous avez fait réagir l'aluminium et l'acide chlorhydrique, ce gaz, vous ne l'avez pas enfermé avec un bouchon, d'ailleurs ce qui pourrait être très dangereux, hein, mais vous avez laissé la bouteille ouverte et du coup ce gaz s'est échappé. Et ça ne sera pas sans surprise que si un gaz s'échappe, ce gaz il pèse quelque chose et si vous l'enlevez de la balance, c'est naturel, forcément, ça va peser moins. Donc du coup, c'est normal d'avoir un petit peu moins. Et c'est finalement la question qui est demandée. Alors maintenant, on va revoir tous ensemble une expérience qu'on a fait avec les 3e C pour qu'on soit tous au point. On se retrouve sur YouTube et finalement, il y a une chaîne qui est vraiment pas mal du tout. Alors vous pouvez la regarder vraiment pour tous les domaines, mais moi je vais vous indiquer forcément les choses qui sont directement avec votre programme de 3e. Et donc on se retrouve sur, donc là vous mettez les mots-clés, hein, chou, rouge, chimie, nul par exemple. Et donc la chimie pour les nuls ça s'appelle, et c'est vraiment très bien fait. Ah bon, alors évidemment celui qui présente est peut-être un petit peu robot, enfin bon. C'est vraiment très très bien fait et vous pouvez donc notamment regarder la combustion de l'alcool ici. Okay. Vous pouvez regarder donc le chou rouge, hein, je ne le vois pas à première vue ici, mais globalement le chou rouge, le triangle du feu ici. J'avais vu aussi quelque chose qui s'appelle, donc voilà, le chou rouge il est ici. L'effervescence, vous pouvez regarder, la dissolution du gaz carbonique dans l'eau, voilà, la pile patate, bon, la pile patate, vous apprendrez rien de beaucoup plus, mais au moins ça fera une relation avec les expériences qu'on a faites au début de l'année. Alors, il y en a un que je voulais voir aussi sur l'air qui monte dans un récipient en mettant de la paille de fer en haut, hein, donc vous allez peut-être le retrouver. Je ne le vois pas à première vue. Ah la lampe à lave aussi, vous pouvez voir, hein, forcément ça fait intervenir des notions de 5e et de 4e, hein, qu'on a vues ensemble. Et donc nous on va s'intéresser plus précisément au chou rouge. Alors, donc cette vidéo, vous pouvez la regarder en entier. D'ailleurs, on va la passer en entier, nous. Et donc dans cette vidéo, c'est ce qu'on a fait avec les 3e C. On a pris du chou rouge qu'on a fait macérer dans de l'eau, hein, c'est-à-dire qu'on a coupé du chou rouge, on l'a fait chauffer à très haute température et à ébullition, et l'eau est devenue toute bleue. Et on a récupéré cette eau bleue en bouteille pour la distribuer à chaque élève, donc dans plusieurs béchères. Donc lui, il a mis, vous voyez, il a mis dans des verres. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que selon la solution que vous allez mettre à l'intérieur, la couleur va être totalement différente. Voilà, donc là, il a mis une sorte de savon. Là, il a mis du bicarbonate de soude. Voilà, puis certaines fois, il met de la javel aussi, enfin, il met différents produits à l'intérieur, et vous voyez que la couleur du chou rouge change selon la solution que vous mettez à l'intérieur. Voilà, et on va s'arrêter sur ça. Alors, c'est pas à apprendre par cœur, hein, c'est à comprendre.
c'est que finalement, le pH, qui est donc entre 0 et 14, vous voyez, donc acide quand il est près de 0, et finalement quand vous mettez une solution acide à l'intérieur, elle devient rouge. Quand elle est plutôt neutre, comme de l'eau, elle est plutôt violette. Un peu après, ça tend vers une sorte de bleu avant d'être complètement, vers pH 12, complètement vert. Et puis ensuite, si c'est vraiment très très basique, on a carrément quelque chose de jaune. Alors lui, il l'a pas fait, hein, mais avec les 3e C, on a réussi à obtenir du jaune. Et donc, finalement, le bicarbonate de soude, lui, il va être vers là, vers 12. Le vinaigre, le citron, qui est très acide, vont être par là. Okay, et ce qui est assez amusant, c'est que finalement, vous pouvez passer d'une couleur à l'autre en mettant plus d'un produit ou moins de l'autre. C'est-à-dire que si vous avez mis dans ce bécher-là, vous avez mis du citron, donc ça va se transformer en rouge. Mais maintenant, si vous remettez dans ce bécher rouge du bicarbonate de soude, le pH va augmenter petit à petit et on va passer par cette transition de couleur, toutes les transitions de couleur, avant d'obtenir donc de nouveau cette couleur-là. Et puis pareil, hein, si dans ça je remets du vinaigre, je vais repasser par toute la palette de couleurs jusqu'à revenir au rouge. Donc on a une échelle de pH et on a des produits qui déplacent le pH plus vers la droite ou plus vers la gauche. Et puis, donc, selon le pH du produit quand il est seul, on va passer par tous les intermédiaires de couleurs. Donc ça, c'est le chou rouge. Donc l'avantage du chou rouge, c'est qu'on n'a pas besoin de pH mètre. Finalement, on sait que si la solution est rouge, on est à un pH entre 0 et 4. Alors, c'est là où c'est un peu embêtant, c'est qu'entre 0 et 4, on ne sait pas si on est à 0, 1, 2, 3 ou 4. Donc d'où l'utilité de le mesurer précisément. Et voilà, c'est le problème du chou rouge, hein, c'est un produit naturel, pas dangereux, mais le problème c'est que justement on ne sait pas si c'est 0, 1, 2, 3 ou 4. Alors c'est pour ça qu'au lycée, vous allez utiliser des produits plus dangereux, qui ont des noms un peu bizarres, vous les retiendrez, hein, ça s'appelle phénolphtaléine, bleu de bromothymol, etc., etc. Et en gros, vous mettrez une goutte de ça, donc ça s'appelle un indicateur coloré, et il fera comme le chou rouge, c'est-à-dire que suivant le pH, il va changer de couleur, mais par contre, il va changer de couleur à des moments très précis, des moments où on en a vraiment besoin, notamment le 7 là. On en a vraiment besoin, on a vraiment besoin d'indicateurs colorés qui changent pile poil à 7, ce qui n'est pas le cas du chou rouge. Donc finalement, le chou rouge, il n'est pas hyper important, et en chimie, on ne s'en sert pas, mais par contre, il est super en 3e pour comprendre ce que c'est qu'un indicateur coloré sans avoir à faire d'expériences dangereuses. Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait avec les 3e C et ce qu'on pourra faire peut-être si on a le temps. Donc là, je mets play à nouveau. Hein, voilà, c'est des émissions de 2011. C'était une émission par semaine pendant un an. Donc du coup, vous en avez 52 quand même, mais qui sont très intéressantes. Et puis, n'oubliez pas, hein, le média YouTube de nos jours, il est vraiment incroyable. Et vous pouvez trouver énormément de vidéos qui vous font progresser dans la matière. Voilà. Alors finalement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la semaine prochaine? Alors, donc cette page, c'est vraiment la plus importante. Donc c'est la page 41. Vous pouvez donc apprendre cette échelle qui peut entre 0 et 14, hein, savoir qu'à droite c'est basique, à gauche c'est acide, etc. Savoir avec quoi on mesure le pH, et puis savoir aussi ça,
par cœur, c'est-à-dire une solution basique, qu'est-ce que ça veut dire, hein, qu'il y a majoritairement ces ions-là, et puis acide majoritairement ces ions-là. Donc cette page à apprendre par cœur. Et puis finalement, savoir faire ce type d'exercice-là, c'est-à-dire reconnaître une molécule, la différencier d'un ion, et puis savoir comprendre que finalement, si on prend un atome et que on met donc de plus, moins, etc., savoir décrire ce que ça représente exactement, c'est-à-dire combien de protons, d'électrons et d'électrons. Voilà. Et vous pouvez aussi donc comprendre ce qui se passe avec le chou rouge, l'indicateur coloré, en sachant que finalement que c'est un peu pareil que le papier indicateur. C'est-à-dire que là, ici, on a mélangé plusieurs produits, donc par exemple du chou rouge, plus un autre, plus un autre, plus un autre. Et finalement, on arrive à avoir des nuances de couleur pour chaque valeur unitaire de pH. Donc ce qui en fait un papier qui est assez précis finalement, parce qu'on n'a pas la même couleur sur une plage de 4 par exemple, comme le chou rouge, mais on a vraiment quelque chose qui varie très fréquemment, et donc du coup un indicateur qui est assez précis. Voilà, donc ça c'est ce que vous pouvez retenir pour la semaine prochaine. Et puis après, pour l'évaluation, on va voir comment on peut se débrouiller avec Moodle. Allez, à bientôt!